Quand on s'enfonce dans cette atmosphère, elle devient de plus en plus chaude et la pression augmente également. Donc la question est, que peut-on faire? Que peut-on imaginer de vivant dans un environnement comme celui-ci? En se référant au seul modèle de vie que nous connaissons, les organismes terrestres, Hurt a commencé par se demander ce qui était indispensable à l'émergence de la vie sur Terre. Vous avez besoin de sources d'énergie. Vous avez besoin des substances chimiques dont la vie terrestre a besoin pour construire les matériaux dont elle est faite. Sur Jupiter, la source principale d'énergie est un léger rayonnement venant du Soleil qui frappe le haut de l'atmosphère de la planète. Et la seule source connue d'éléments chimiques qui puissent servir d'éléments de base pour une forme de vie sont les composés organiques qui tourbillonnent dans la couverture nuageuse de Jupiter. En essayant d'imaginer une forme de vie qui s'appuierait sur ces deux points, le docteur Hurt s'est souvenu d'une idée émise à l'origine par Carl Sagan dans les années 70. Une sorte de ballon vivant fait de gaz. Une telle créature pourrait rester en l'air dans l'atmosphère de Jupiter. Maintenant, bien sûr, il y a un problème sur Jupiter. C'est que l'atmosphère est déjà constituée du gaz le plus léger qui soit, l'hydrogène. On ne peut donc pas vraiment avoir un ballon plus léger que l'hydrogène. Donc, si on veut un ballon qui puisse flotter dans l'atmosphère de Jupiter, il faut qu'il soit rempli d'air chaud. Robert Hurt a inventé un organisme extraterrestre qui ressemble plus à une plante qu'à un animal. On aurait donc un ballon en forme de plante qui flotterait car il serait gonflé d'air chaud. Cela dit, le coût biologique pour produire cet organisme est très élevé. On pourrait donc imaginer une créature à la peau très foncée et très fine, ce qui permettrait aux rayons du soleil de chauffer le gaz à l'intérieur. On pourrait créer un organisme qui léviterait durant les heures du jour, simplement en absorbant les radiations solaires. La nuit, la plante perdrait sa source de chaleur. Mais Robert Hurt a tenu compte de ce problème dans le concept même de sa créature. Elle a une forme qui lui permet de fonctionner un peu comme un parachute, qui peut suivre les courants thermiques. Au cours de la nuit, lorsqu'elle ne pourrait réchauffer son gaz aux rayons du soleil et flotter comme un ballon, elle pourrait descendre plus bas dans l'atmosphère et glisser sur les courants thermiques, un peu comme un planeur. Le temps qu'elle passerait à plus basse altitude devrait être bénéfique pour cette créature, car c'est là que sa nourriture est la plus abondante. Je l'ai dotée d'une sorte de racine pneumatophore. Quand la créature s'enfonce dans les parties basses de l'atmosphère, elle peut en tirer certains composants organiques. Ils existent sur Jupiter. Bien sûr, la création du Dr Hurt, cette plante ballon jupitérienne, n'est pour l'instant qu'un exercice inventif et divertissant, bien qu'il soit tout à fait fondé scientifiquement. Mais pour de nombreux astrobiologistes et astrogéologues, il est réaliste de penser que certaines formes de vie puissent exister à l'heure actuelle sur d'autres objets de notre système solaire. C'est le cas en particulier dans la glace qui couvre Europe, une des lunes galiléennes de Jupiter. À 500 millions de kilomètres de la Terre, en orbite autour de ce géant gazeux qu'est la planète Jupiter, se trouve ce qui pourrait être le refuge de la vie extraterrestre dans notre système solaire, Europe. C'est une boule couverte de glace, de la taille de notre Lune, ce qui équivaut à un quart de la Terre. Les spécialistes pensent que la glace qui couvre cette Lune est un océan d'eau liquide. Cette hypothèse est appuyée par le fait qu'Europe conduit le champ électromagnétique émis par Jupiter. Ce phénomène de conduction est l'indice, en tous les cas nous le pensons, de la présence d'eau salée à l'intérieur d'Europe. On pense que cette couche d'eau pourrait avoir une épaisseur d'au moins 150 km. Souvenez-vous qu'Europe est de la même taille que la Lune, ce qui veut dire que même si elle est plus petite que la Terre, elle contient 2 fois plus d'eau liquide que tous les océans de notre planète. Et l'eau liquide, comme on le sait, est ce qui rend possible la vie sur Terre.
Les scientifiques à la recherche de formes de vie extraterrestres se penchent attentivement sur le statut d'Europe. Mais comment pourrait-il y avoir de l'eau liquide, qui gèle en dessous de 0 degré Celsius, sur une Lune 4 fois plus éloignée du Soleil que la Terre? Europe trace une orbite ellipsoïdale autour de Jupiter. Parfois elle en est proche, et parfois elle s'en éloigne. Quand elle est proche de Jupiter, elle est étirée par la force de gravitation de la planète. On appelle ça un effet de marée. Et quand elle s'en éloigne, elle se rétracte. Ce qui veut dire que le corps d'Europe est continuellement en travail. La friction causée par cet étirement produit de la chaleur, tout comme une balle de caoutchouc s'échauffe quand on la comprime de façon répétée. Ce processus lié à l'effet de marée pourrait produire assez de chaleur pour garder de l'eau sous forme liquide sous la surface d'Europe. On voit d'autre part que ces étirements répétés provoquent des fractures dans sa croûte de glace. Imaginez que vous soyez en train d'essayer de changer la forme d'un œuf. Qu'arriverait-il à la coquille? Elle craquerait. C'est ainsi que lorsque nous regardons la surface d'Europe, nous voyons des lignes qui indiquent presque certainement l'emplacement de fissures. Il semble que ces fissures s'ouvrent et se ferment fréquemment, et en permettant à l'eau qui est sous la surface d'entrer en action avec la surface, elles peuvent avoir d'importantes conséquences sur une éventuelle forme de vie sur cette Lune. L'eau de l'océan lunaire va se précipiter dans cette fissure. Et en même temps, elle gèle. Enfin, elle commence à geler. Quelques heures plus tard, quand la fissure se referme, elle presse cette eau gelée et de la neige fondue remonte à la surface. C'est pour cela que nous voyons sur Europe ces lignes qui, dans la plupart des cas, sont doubles et s'allongent de chaque côté de la fissure. La majeure partie de l'eau est éjectée de la fissure et retourne en arrière, vers l'océan qui est en dessous. Et il semble qu'elle puisse alors transporter sous la surface certains éléments nécessaires à la vie. Au-dessus de la glace qui couvre Europe, on trouve de l'oxygène. Il a été séparé de l'eau lorsqu'elle était sous forme de glace, par des particules chargées par le champ magnétique de Jupiter. La surface d'Europe semble de plus abriter des composants organiques qui viennent de comètes et de morceaux de comètes. Voici encore un ingrédient important pour la vie. Le docteur Richard Greenberg, de l'Université d'Arizona, a montré graphiquement comment d'éventuelles formes de vie pourraient profiter de l'écosystème créé par une fissure dans la croûte de glace d'Europe. L'atmosphère extérieure de la planète ne serait pas bénéfique à des formes de vie, à cause de la radiation. Mais en descendant de quelques mètres à l'intérieur, on est en sécurité par rapport à cette radiation. Et en même temps, on capte assez de lumière du soleil pour que se produise la photosynthèse. Un éventuel organisme vivant serait relié à l'océan par l'eau, qui, grâce à l'effet de marée, afflue et reflue chaque jour. Une journée sur Europe est beaucoup plus longue qu'une journée sur Terre, près de 3 fois et demi. Cela donne le temps aux organismes mobiles de s'aventurer dans la fissure. On pourrait imaginer d'autres organismes